Bonsoir à tous. J'en profite pour dire bonsoir à quelques personnes que je reconnais dans l'assistance, notamment à Gladys Longchamp, que je n'ai pas vue depuis très très longtemps. Ça fait plaisir de te voir, Gladys. J'aperçois aussi Françoise Pfaff de l'université Howard, que j'ai cru voir passer, oui, qui est là. Et je voulais vous signaler aussi la présence de Jennifer Fulton, qui est la propriétaire de Bonjour Books, qui se trouve à Kensington, au Maryland. Et il me semble que Jennifer a certains livres de Ket Lee chez elle, si vous voulez les acheter après cette émission. En tout cas, je vous les recommande. Et puis, bien sûr, je veux dire bonsoir à Denis Quesnel, de l'attaché culturel de l'ambassade de France, qui est là aussi ce soir. Donc voilà. Donc je vais commencer mes questions à Ketli. N'oubliez pas que vous pouvez en poser dans le chat. À un moment donné, je laisserai la parole au public, mais j'ai beaucoup de questions à lui poser, que j'ai tenté de regrouper sous une forme thématique. Et puis, autant Ketli que moi, nous lirons chacune un extrait de de ses livres. Voilà. Alors, la première question, qui est la question que tout le monde pose en général, c'est comment êtes-vous venu à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et surtout, connaissez-vous l'angoisse de la page vierge? Avez-vous des rituels d'écriture? Est-ce que vous buvez 4 litres de thé le matin avant d'écrire? Enfin, voilà. Dites-nous tout. Oui, voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je reconnais aussi quelques noms. Je salue Micheline Rice, Maximin. Et puis, voilà. Donc, Sarah, là, c'est la question à laquelle je m'attendais et qui m'a fait sourire, évidemment. Et comment on vient à l'écriture? Finalement, je me dis, c'est à peu près le même phénomène, je pense, pour nous tous, écrivains. Il y a toujours, je pense que j'ai beaucoup entendu de gens, tant haïtiens qu'étrangers, répondre à cette question, il y a toujours la constante qui est l'amour de la lecture. Ça vient dès qu'on sait lire, dès qu'on apprend à lire, eh bien, c'est notre hobby, c'est notre petit espace d'évasion, c'est là qu'on se retrouve et c'est la lecture. Moi, j'avais ma mère aussi qui était une grande lectrice et une grande amoureuse de romans d'amour qui m'a initiée bien jeune à ces romans qu'elle allait acheter chez les bouquinistes et qu'elle me passait sans trop de censure, seulement nous en parlions après. Ma mère adorait Daphné du Maurier et particulièrement son roman Rebecca. Et je me rappelle de cette phrase, la première phrase, Last night I dreamt I was in Manderley again. Je n'oublierai jamais cette phrase jusqu'à ma mort parce que voilà, c'est comme ça que j'ai été initiée à la lecture avec ces beaux et grands romans d'amour, les sœurs Bonté, Daphné du Maurier, les Michel Zévaco et tout ça. Donc, quelque part dans mon enfance, je me souviens que je me disais que, eh bien, mon Dieu, ça aurait été la plus belle réalisation de ma vie de voir mon nom sur la couverture d'un livre. C'est ce que je me disais, mais sans jamais trop y croire. Parce que je trouvais ça fascinant. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait rester comme ça, sortir de apparemment nulle part de sa tête des dizaines et des centaines de pages d'une histoire qui a un sens, qui vous tient en haleine de préférence, qui vous fascine, avec laquelle vous développez des relations, une intimité, une complicité. Moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de pouvoir faire ça. Donc, pour moi, c'était peut-être l'une des plus belles réalisations humaines. Mais l'écriture n'est pas venue tôt chez moi. Elle est venue au début de ma trentaine. J'étais déjà une femme faite et mariée avec 2 enfants, travaillant à plein temps. Et puis, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une crise du milieu de la vie très, très précoce. Et j'ai commencé à me questionner sur ma vie, mes intérêts, sur mes objectifs, puisque j'étais a priori une femme normale, entre guillemets, avec tout ce qu'une femme peut rêver, un foyer, des enfants, un travail. Et pourtant, j'ai senti une soif, une faim qui me tenaillait et à laquelle il fallait que je réponde par quelque chose, mais je ne savais pas par quoi. Et la première chose vers laquelle je me suis tournée, c'est vers la spiritualité. Me découvrir, me connaître à travers la spiritualité, c'est ça que j'ai senti instinctivement. Et c'est au tournant de cet âge-là aussi que je me suis éveillée à la culture vaudou, à la spiritualité vaudou, parce que eh bien, c'est ça que je sentais vers là, que je sentais que mes pas me dirigeaient.
Et puis aussi, c'est venu avec plein de questionnements, plein d'insomnie, plein voilà. Et l'écriture, en fait, que quelqu'un m'a recommandé d'utiliser un cahier et d'écrire tout ce qui me passait par la tête, me perturbait, et bien c'est comme ça qu'est venue aussi cette habitude de me confier, de me laisser couler, etc. Donc, c'était au début de la trentaine. Donc, je n'étais pas très jeune. Un jeune auteur, on peut être un jeune auteur à 80 ans, nous sommes d'accord, mais moyenne des écrivains eh bien, commencent à écrire très jeune, à l'école secondaire, au début de la vingtaine. Donc, je n'étais pas très jeune quand j'ai commencé d'écrire. Et maintenant, quand je suis devenue un écrivain professionnel, c'était déjà la quarantaine, parce qu'il faut quand même une bonne dizaine d'années entre le moment où on se dit oui, je veux écrire et je veux rester là. Ce ne sera pas une petite plaquette de verre et puis ciao. Non, ce sera une entreprise qui va me bouffer ma vie s'il le faut. Donc, ça prend un bon 10 ans pour s'installer. Donc, c'est vraiment dans la quarantaine que voilà, j'ai pu me dire à moi-même et me regarder droit dans les yeux et me dire, voilà, tu es un écrivain. Et il y a un prix à payer pour ça, un prix de travail, un prix de passion, un prix de doute et même un prix de perturbation familiale, conjugale. Il y a tout un tas de choses qui viennent avec. Donc, c'est un peu ça, moi, l'histoire de l'écriture pour moi. Vous avez parfois l'angoisse de la page blanche, ou vous avez des rituels d'écriture? Et l'angoisse de la page blanche, pour moi, c'est un peu en amont même de la page blanche. Parce qu'une fois que je commence l'écriture, il m'est arrivé très rarement de ne pas pouvoir continuer mon propos, mais c'est maintenant la peur d'attaquer cette page blanche. De me dire, est-ce que tu peux? Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu pourras aller jusqu'au bout de ton projet? Est-ce qu'il sera bon? Parce que nous avons des doutes. Ce n'est pas évident, mais on a beaucoup de doutes avant, pendant et après le projet. Il me suffit de lire une page d'un beau roman et de me dire, oh, mais écoute, tu ne peux pas égaler ça, ça ne marchera pas. Donc, oui, c'est une sorte d'angoisse, mais le plus souvent, elle précède l'écriture. Donc, finalement, je ramasse mes énergies, je ramasse ma confiance et que je m'y mette, et bien, le plus souvent, ça va d'une traite. Très bien. Alors, c'est vrai que quand on lit vos livres, on s'aperçoit qu'il y a des personnages, comme dans tous les romans, des hommes, des femmes, des enfants. Mais moi, personnellement, et je peux me tromper, vous allez peut-être me corriger, moi je trouve que Haïti est un personnage dans vos écrits. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas si j'irais jusqu'à être aussi affirmative et aussi péremptoire, mais il est certain que tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire l'histoire, la culture, les traditions et les tribulations de ce peuple, de son histoire, ses beautés aussi, ses émerveillements qui m'habitent, et bien tout ça aussi et font partie intrinsèque de ce que j'écris, de ce qui m'habite. Donc, je pense que, est-ce que Haïti est un personnage? Non, mais Haïti est dans la vibration, il est dans l'atmosphère, il est dans l'inspiration, et ça, c'est indéniable, oui. Alors, justement, ces femmes et ces hommes qui ont tous des histoires différentes, mais ont-ils, moi j'ai trouvé, mais peut-être je me trompe, ont-ils des points communs, hormis le fait d'être haïtiens pour la plupart de vos personnages? Si, je pense qu'ils ont des points communs parce que, bon, pour la nous avons ce qu'on appelle les idiosyncrasies d'un peuple, nous avons nos habitudes, nous avons beaucoup de contradictions aussi, mais ce sont ces points-là que l'on retrouve, même les contradictions, parce que, par exemple, prenons la langue française en Haïti. Nous sommes francophones, mais le français, c'est un combat, c'est une lutte, c'est comme disent certains. Enfin, je pense que le mot est venu de l'écrivain Kateb Yassine qui dit que le français est notre butin de guerre et qui a été repris par tant d'écrivains. Mais en Haïti en particulier, c'est une langue qui est parlée par une minorité. Quand je dis parler, maîtrisée. Et cette minorité, c'est celle qui a la chance d'être scolarisée, d'avoir fait des études supérieures dans certains cas et d'appartenir à une classe, on va dire, entre guillemets, privilégiée. Donc, ce français-là, il est quand même un symbole de clivage social. Et aujourd'hui, il y a une appropriation, une réclamation de faire du créole eh bien, la langue parlée par la majorité constitutionnellement
depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années même, et le créole est la langue officielle avec le français. On exige de plus en plus que eh bien, le créole soit la langue dans les services publics. Donc, c'est tout un débat et il y a un créole littéraire qui est en train d'émerger et qui est magnifique. Donc, nous avons toutes ces contradictions, nous avons tous ces combats que nous menons, mais qui font que nous nous reconnaissons comme Haïtiens, je pense. Non, tout à fait. Je suis contente que vous ayez abordé ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alors, tous vos livres n'ont pas forcément tous du créole, mais en tout cas, certains de vos livres sont vraiment parsemés de mots de créole. D'ailleurs, Casalé, dont on a parlé tout à l'heure, il y a même un glossaire à la fin. D'autres en ont moins. Par exemple, dans L'heure hybride ou dans Fado, il y a moins de créole que dans Casalé ou dans Saison sauvage. Est-ce que cette inclusion du créole, elle est venue au fur et à mesure de votre carrière d'écrivaine ou bien en fonction du livre? Je pense plutôt que c'est en fonction du livre, en fonction de ce que je veux rendre comme atmosphère et comme dialogue. Par exemple, j'ai écrit aussi pas mal de feuilletons, de romans feuilletons. Et bon, il y en a carrément qui sont à 50-50, hein, 50% de français, 50% de créole, parce que je m'adresse à un public très jeune, dans un langage très contemporain. Il y a un peu d'anglais aussi là-dedans, puisque nous sommes très, très envahis, on va dire, par la culture anglophone aussi, mais c'est une culture du rap, du slam, une culture, un peu une sous-culture anglophone. Donc, là, on ne peut pas dire que nous ne parlons qu'une seule langue. Nous avons l'influence espagnole, l'anglaise, le français, le créole. Mais dans ces feuilletons-là en particulier, j'ai utilisé beaucoup de créole parce que je voulais justement rentrer dans l'univers des jeunes d'aujourd'hui, dans leur parler contemporain. Et voilà, donc ça dépend du livre, ça dépend de ce que je veux présenter comme point de vie, comme aspect de la vie ici en Haïti. Alors, même d'ailleurs, si vos livres, même si certains de vos livres n'ont pas de mots créoles entre eux, il y a on peut dire presque ce que Édouard Glissant appelait la créolisation de la langue. Il y a une certaine langue que l'on peut qualifier de créolisée parce que vous incluez, et c'est très poétique, moi j'aime beaucoup, des mots valises qui reflètent la réalité antillaise et la réalité haïtienne et la réalité antillaise. Et donc, pour moi, qui suis directeur d'Alliance et donc en train de promouvoir la langue française et les cultures francophones, je trouve ça très bien parce que pour moi, c'est un enrichissement et un renouvellement de la langue française. Et donc, est-ce que vous pensez que cette créolisation de la langue et le fameux tout monde, est-ce que vous inscrivez dans cette pensée du tout monde d'Édouard Glissant? Est-ce que vous pensez que c'est une revendication identitaire plus que linguistique? Est-ce que la langue française créolisée, est-ce que c'est une langue française post-coloniale? Moi, je ne me reconnais pas trop dans le mouvement de créolisation, de créolité surtout, et parce que Haïti, c'est un peu une histoire différente de celle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, qui pourtant ont des créoles très similaires aux nôtres, mais la démarche n'est pas la même, le combat n'est pas la même parce que nous ne défendons pas notre français par rapport à une métropole, par rapport à l'Hexagone. Non, nous sommes dans une autonomie de cette langue et nous la cultivons tout simplement. Donc, bon, le concept tout monde de Glissant, je ne le connais pas trop, mais je ne m'identifie pas non plus à celui-là. Mais je pense que la littérature étant un langage universel, eh bien, il est tout à fait naturel aussi que nous nous sentions eh bien, inclus dans tout ce qui concerne l'expression même de la parole et de la parole francophone en particulier. Mais je voulais vous faire remarquer que non seulement nous cultivons cette langue, nous l'enrichissons, mais il y a des mots du vieux français aussi que nous utilisons encore et qui ne sont plus de mise chez vous en France, mais qu'on retrouve dans notre parler et qui est pour nous un français, on va dire, normal. On m'a fait remarquer certaines fois que certains mots ne sont plus utilisés en français de France et pourtant pour nous, eh bien, dans notre parler, ils sont là au quotidien. Donc, non seulement que nous enrichissons, mais nous récupérons aussi des mots et nous les gardons vivants.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est la même chose qui se passe avec le Québec, hein, puisqu'ils emploient parfois des mots ou même leur prononciation, la prononciation québécoise, qui est en fait la prononciation des Français arrivés au Canada au XVIIe siècle, souvent. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit avec mes collègues québécois, on discute souvent là-dessus, sur qui est-ce qui parle le français le plus proche de la réalité de l'origine du français, en quelque sorte. Donc, c'est très amusant. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, puisque le créole, effectivement, est devenu langue nationale en Haïti, langue officielle, hein, langue nationale. Donc, cette élite qui parle le français, l'élite haïtienne qui a le pouvoir politique, le pouvoir culturel, finalement, moi, quand vous disiez cela, j'ai pensé que c'était un petit peu la situation que connaissait la Russie au XIXe siècle, où l'élite parlait français et le peuple ne parlait pas français. Donc, est-ce que vous pensez que cette rupture linguistique au sein d'un même peuple, est-ce qu'elle est cause de mouvements politiques révolutionnaires? Je ne pense pas qu'elle soit à cause de mouvements politiques et révolutionnaires, mais on peut dire qu'elle, comment dire, qu'elle incite à ces mouvements-là, qu'elle est l'un des combustibles de ce Elle mouvement. est utilisée. Oui, on l'utilise pour faire des débats et des fois qui n'ont rien à voir avec la politique, parce que moi, je le dis tout de go, je suis pour le bilinguisme en Haïti et il n'est pas question que nous perdions cet acquis qui est la langue française. Mais je suis aussi tout à fait d'accord pour donner la place au créole, la place qui lui revient pour une éducation en créole, pour l'apprentissage du français à partir du créole et pour une promotion que nous faisons aussi d'une littérature, d'une expression créole et pour, par exemple, mettre des livres en créole à la portée des apprenants en classe primaire et traduire des livres de mathématiques à partir de la langue créole. Tout ça doit être fait parce qu'elle doit avoir la même place, la même valeur, parce qu'elle a une valeur culturelle, elle a une valeur identitaire qui nous sont absolument nécessaires. Mmh. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il y a de très beau, moi, je trouve, dans vos livres, pour changer de sujet un petit peu, c'est la sensualité, et même l'érotisme, si je peux me permettre. Parce qu'il y a, dans vos livres, il y a une forme de pouvoir par le sexe, par lequel les femmes et les hommes s'affrontent ou s'aiment. Par exemple, dans Fado, Anaïs devient Frida, c'est-à-dire une bourgeoise qui devient en quelque sorte une prostituée volontairement. Elle dit: j'ai franchi mes interdits. Et vous lui faites même dire un moment que l'homme est l'esclave. Vous lui dites, elle dit, Frida, dans notre petit monde de la chair à vendre, il y a un maître homme et ses femmes. Une seule femme a plusieurs corps pour retenir notre maître. C'est lui notre esclave et il ne le sait pas. Et même, je dirais même que ça va même plus loin dans vos livres parce que vous y mettez même un peu de cette analyse du désir très proustienne quand il parle d'Albertine, le narrateur chez Proust, le corps d'une femme satisfaite libère une vibration qui déroute les hommes et les obsède. Donc, et notamment cette jalousie que l'on ressent dans votre œuvre. Dans Je suis vivant, il y a double jalousie, sœur-frère et homme, enfin époux et mère et mari aussi. Mais vraiment, est-ce que tous ces écrits, cette sensualité, mais à chaque phrase, enfin c'est un plaisir. Je crois que j'ai dit un jour à une autre auteure américaine cette fois-ci, et vous êtes la deuxième, que cette sensualité-là, normalement, on la laisse presque facilement dans l'écriture des hommes comme Lawrence Durrell, mais les femmes ont. Est-ce que du coup, est-ce que vous êtes perçue comme une écrivaine dérangeante de par ces thèmes quand vous parlez de la prostitution, à l'heure actuelle aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui parle du sex work pour le faire légalement, hein, comme travail légal. Donc, moi, j'étais très, très intéressée par ce que vous avez écrit et par votre écriture sensuelle. Donc, est-ce que vous dérangez en Haïti? Oui, je pense que je dérange. Mais je dérange sans déranger dans le sens d'avoir un effet dérangeant, mais je dérange par le choix que je fais des thèmes que j'aborde, que j'approfondis. Je dérange par cette écriture sensuelle à la limite de l'érotisme. Mm. Et vous savez, ce n'est pas chose évidente parce que je n'ai pas fait ce choix hein, d'écriture sensuelle. En fait, je pense qu'il m'est venu tout naturellement parce que, en fait, mes premiers écrits ont été des poèmes. J'ai commencé par écrire de la poésie. Quand j'ai senti cette pulsion de m'exprimer par l'écriture, par la littérature, c'est la poésie qui m'est venue. Parce que la poésie, c'est de l'immédiat. Mm. On est
comme on dit en anglais, it's a given. Vous êtes sous le coup d'une émotion, sous le coup de quelque chose qui vous touche, que vous admirez, qui résonne en vous, et puis vous avez un vers ou deux qui viennent à la surface et que vous devez attraper tout de suite parce que si vous allez dormir, demain matin, ils ne sont plus là. Ce n'est pas comme l'écriture de la prose qui est un projet bien trituré, évidemment, qui évolue au fur et à mesure, mais quand même, la poésie, c'est ça. Et la poésie m'est venue comme ça, une poésie intimiste. Je ne savais pas que j'avais cette nature, que je ne savais pas que ce serait comme ça ma voix, comme il y a d'autres, pour eux, la voix, eh bien, c'est l'écriture de la dystopie. Pour d'autres, je ne sais pas, c'est remonter le passé, l'écriture historique. Mais moi, c'était ça, c'est la sensualité. Et c'était comme une façon de me libérer de certains tabous, de me libérer de certains clichés, qu'une femme qui écrit, eh bien, elle doit être dans une certaine bienséance pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger d'abord sa famille, son ses enfants qui la liront éventuellement et le mari qui a... Mon mari, bien vite, il a arrêté de me lire. Mais c'était ça et il fallait l'accepter. Je n'allais pas me censurer, m'auto-censurer, c'était juste pas possible. Mais il y a quand même je pense que il faut trouver l'équilibre et ne pas tomber maintenant dans les lieux communs d'érotisme, ne pas tomber dans une sorte de pornographie soft. Il faut la qualité d'écriture, et moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. OK, la sensualité, eh bien, je pense que c'est l'un des moteurs les plus puissants de la libido humaine, pas la libido érotique, mais de la libido, ce qui nous porte, ce qui nous rend vivants. Et c'est la sensualité qui est son expression la plus belle. Mais il faut quand même ne jamais faire de concession à la qualité. Et malheureusement, je vois des jeunes femmes qui écrivent aujourd'hui et qui pensent que, eh bien, il faut faire vraiment dans le très érotique, dans le très sexuel pour se croire libérée, pour se croire une femme qui, voilà, mais non, c'est une erreur, je pense, parce que l'érotisme, il doit aussi être senti, il doit être deviné, il doit être voilà, dans la délicatesse, et même quand on parle de choses bien concrètes. Donc, oui, moi, je pense que c'est... Et pourquoi pas? Parce que nous avons 5 sens. Moi, ce que des fois qui me fait sourire quand j'ai des interlocuteurs en face de moi et qu'ils parlent d'un roman, eh bien, ils sont polarisés par les scènes érotiques, par les situations érotiques, alors qui représentent peut-être 5% du texte lui-même. Donc, pour moi, ça prouve l'importance de cela dans la vie de quelqu'un. Donc, pourquoi on m'enlèverait le droit d'en parler, de l'exploiter, de m'en servir, eh bien, pour donner étoffe et dimension à mes personnages et aux situations qu'ils vivent. Donc, je pense que voilà, c'est une erreur de s'auto-censurer et surtout quand ça vient naturellement. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit se faire pour faire voir. On n'a rien à prouver quand on écrit. On n'a absolument rien à prouver. Moi, j'admire votre écriture parce que justement, comme vous le dites, elle vient naturellement. On reconnaît 2 choses dans votre écriture, dans cette sensualité. D'abord, on reconnaît que la phrase est ciselée. Et maintenant que vous venez de nous expliquer que vous êtes passé par la poésie d'abord, je comprends mieux parce que votre phrase, votre écriture de prose, c'est une écriture où même en prose, on reconnaît la poésie. Et, ça, c'est pas tout le monde qui a ce talent, n'est-ce pas? Excusez-moi, Sarah. Encore une fois, je parle de mesure parce que c'est érotique. Eh bien, quand elle devient trop pas érotique, cette écriture est poétique. Si elle envahit entièrement l'espace, elle lasse. Elle peut lasser parce qu'elle est trop éthérée, elle est trop dans la métaphore, trop voilà, dans la guirlande. Il faut trouver, même avec cette écriture poétique, un certain équilibre parce que la prose, quand même, c'est une histoire qu'on raconte.
il y a une trame, il y a un fil à suivre et il ne faut pas se perdre aussi dans les méandres trop poétiques. Tout à fait, mais justement, vous arrivez, vous, à faire ça. Il n'y a pas tout le monde y arrive. Donc, ça c'est bien parce que vous arrivez à faire votre histoire, vos personnages, ils ont, pour moi, une âme ils n'ont pas juste une âme simple, si je peux me permettre, ils ont une âme enchantée. Et quand je dis une âme enchantée, un petit peu comme Romain Roland, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois eux enchantés, mais ils enchantent aussi le lecteur. C'est ce que je veux dire. Et si moi, en tant que lecteur candide, si on ne m'enchante pas, je ferme le livre et je passe à autre chose. Moi, Donc, je suis comme vous, je suis comme vous. donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cet enchantement. Et il faut, comme vous l'avez dit, que cette sensualité, ce soit la sensualité des 5 sens. Et c'est ça. Alors peut-être que ça vient du fait que j'ai vécu toute ma jeunesse dans les Antilles, comme Gladys le sait, mais moi, j'entends les bruits. J'entends dans vos textes, j'entends les bruits, je sens les odeurs de ce que des bonbons d'Amiens, de noix de coco, de ceci, de tout ce que vous notez. J'entends les bruits, j'entends les bruits aussi, les chansons, enfin, etc. Donc, et je touche. Quand vous parlez d'un arbre, je touche l'écorce de l'arbre. Donc, et ça, pour moi, c'est du génie que vous pouvez faire comme ça. Donc, Ketli, je Oui. trouve que tout à fait. Il y a quelque Merci. chose pour rester un petit peu dans la sensualité, je voulais savoir parce que je ne sais pas, et c'est une question candide de ma part, je ne sais pas quelle est l'attitude des Haïtiens envers ce qu'on appelle en anglais LGBTQ et dans leur hybride, qui est, je crois, votre deuxième livre peut-être, ou votre premier livre, je ne me souviens plus, vous avez vraiment le héros qui pourrait être en quelque sorte euh, un héros contemporain actuellement en 2021 pour ce qu'on appelle la fluidité du genre. Donc, est-ce que vous êtes la seule en Haïti qui aborde cela dans ses livres ou est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme vous qui abordent ça? Parce que je ne sais pas du tout quelle est la position des Haïtiens par rapport à mariage pour tous, etc. Oui, quand leur hybride est sorti au début des années, vers le milieu des années 90, il était l'un des rares du genre qui abordait voilà, la sexualité homosexuelle et dans un roman, c'est-à-dire sans porter de jugement, sans tirer de ligne morale et tout ça, ce que certains m'ont reproché d'ailleurs. Et moi, et par respect pour mon lecteur, quand je termine un livre, je ne vais pas vous dire ce que vous devez en penser. Je pense que le lecteur lui-même doit se faire son opinion, prendre sa position, être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, mon idée, eh bien, c'est d'être un miroir de ces sentiments, de ces conflits, de ces drames humains qui sont les mêmes pour tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit le lieu où nous sommes. Ce sont les contextes qui changent, le climat et tout, mais l'âme humaine, eh bien, voilà, c'est pareil, nous avons les mêmes conflits et en dehors de contextes culturels qui peuvent peser plus ou moins lourd sur ces choses-là. Donc, moi, pour l'heure hybride, au début, la réception a été mixte. J'ai eu un article de journal d'un confrère, écrivain pourtant, qui m'a carrément éreinté parce qu'il a trouvé que eh bien, c'était horrible qu'une femme d'apparence aussi pure, je reprends ces mots, ait pu écrire un livre aussi dégoûtant. C'était son point de vue. Et pour c'est un auteur qui se prétend auteur de textes érotiques. Il a écrit même un livre qui s'appelle Les femmes font l'amour. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il voulait dire par là que c'était l'apanage des hommes, c'était la chasse gardée des hommes. Parler d'homosexualité masculine, ce n'était pas mon droit. Et d'ailleurs, parler à la première personne dans tout un roman, la peau d'un homme, c'était de la provocation. Et je l'ai compris après. Évidemment, ça ne me fait ni chaud ni froid, c'est ça la liberté dont je parlais. Moi, s'il y a quelque chose que l'écriture m'a donné dans ma vie, eh bien, c'est ma liberté. Une liberté totale de penser et d'écrire d'abord, et puis maintenant de dire ce que je veux. Je ne suis pas très politique, je ne suis pas très diplomatique. Quand je pense quelque chose, je le dis. C'est peut-être pas une qualité, mais en fait, c'est ça. Donc, voilà. Donc, le livre a été reçu. Et j'ai eu ce genre de rapport, comment j'ai pu avoir écrit ça, me mettre dans la peau d'un homme et décrire des scènes aussi horribles, aussi crues. Et
en même temps, j'ai eu des gens, et surtout des jeunes, qui sont venus à moi et qui m'ont dit que ce livre a changé leur vie. Donc, c'est, on n'y peut rien. Le livre est là, il est maintenant, il est passé dans l'histoire. Donc, chacun prend ce qu'il a besoin de recevoir, ce qu'il a besoin pour le conforter ou bien pour le détruire. Et c'est comme pour Cassalé, quand j'ai écrit ce roman, qui correspondait à peu près à l'époque dont je vous ai parlé plus tôt, où je faisais cette quête spirituelle. Et c'était une façon pour moi de garder cet émerveillement que j'ai ressenti à découvrir ces racines que j'ignorais, cette attraction vers une culture qu'on m'avait toujours fait voir comme de second ordre et même diabolique. Le plus souvent, on a la tête pleine de clichés, alors que bon, on ne peut pas nier que nous sommes descendants d'Africains et que nous avons avec nous depuis des millénaires cette culture et d'essayer de comprendre pourquoi elle est vue comme elle est vue et qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Donc moi, j'ai fait ce cheminement-là un peu. Et bien, des gens sont venus à moi et m'ont dit merci d'avoir écrit ce livre, merci de leur avoir ouvert les yeux sur autre chose que sur des choses négatives ou des peurs inconscientes ou conscientes qu'elles ont sur le vaudou en Haïti, etc. Moi, j'ai même je faisais une présentation, je crois que c'était en France, et il y avait dans l'assistance une jeune femme africaine, je crois qu'elle est du Djibouti, et après la présentation, elle est venue me remercier, elle me dit merci parce qu'elle vit quelque chose d'à peu près pareil chez elle dans son pays. Donc, oui, il faut s'assumer, mais il faut surtout chercher à comprendre pourquoi on veut que je vois telle chose de telle façon, quelles sont les raisons, parce qu'il y a des raisons, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas... le mal, ce n'est pas manichéen, il y a du mal et du bien, mais il y a tellement de choses entre les deux qui s'expliquent. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, ça, mes livres, oui, et comme la question concernait leur hybride, oui, la réception a été... Et cet après-midi encore, j'étais dans une réunion et une jeune femme me disait, mon Dieu, ce livre, elle l'a lu en 2 heures de temps et elle en est restée habitée pendant des jours. Bon, moi, je dis, grâce aux esprits, grâce aux invisibles, de pouvoir le faire, mais bon, c'est ça. On ne s'explique pas trop comme ça, mais je pense que la clé de la chose, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. Tout à fait. D'ailleurs, dans vos livres, vous abordez d'une manière très subtile des mots, et quand je dis des mots, MAUX, donc qui frappent Haïti, mais aussi le monde africain et le monde antillais, comme notamment la couleur de peau, les cheveux, le traumatisme colonial. Dans Je suis vivant, le traitement des malades mentaux, ça se passe après le séisme de 2010. Hein, et aussi l'environnement. Moi, je dois dire que je suis totalement hantée encore aujourd'hui par la construction totalement erratique de ce pont dans Casalé. Il y a un pont qui est construit et pour moi, c'est comme si vous aviez déjà eu la préscience et puis quand elle monte à Terre Rouge, Antoinette, et qu'elle arrive donc à Caille-Misère, elle voit et que les arbres ont été détruits, mais enfin j'en ai pleuré parce que pour moi c'était la préscience de la destruction de l'environnement à Haïti. Et je trouve ça, d'ailleurs, si vous voulez, on peut peut-être lire ce chapitre 28, vous et moi, de Casalé. Je vais lire juste un petit bout. Et puis, vous lirez la partie en créole. Je vais lire le début et vous lirez la partie en créole pour que tout le monde puisse entendre la beauté de la langue créole. Antoinette alluma la première baleine à la barrière du plateau de terre rouge. Comme il ventait un peu, elle érigea autour de la flamme un petit échafaudage de roches pour la protéger. Puis, elle salua le passage en faisant pivoter son buste à droite, puis à gauche. Son coude relevé suivait le même mouvement pendant qu'elle fléchissait les genoux. Elle versa de l'eau sur le sol à 3 reprises. Sophonie et Jasmin, un peu en retrait, la regardaient faire. Mais on aurait dit qu'Antoinette était seule en ce lieu, seule dans cet univers dont elle connaissait les chemins secrets, les eaux souterraines. Avec ses gestes, elle semblait mesurer la distance du ciel à Cassalé, départager la chevelure du soleil. Elle se déclarait servante de la terre, sa semence, son fruit.
Son corps chétif dégageait une impression de dérision et de majesté. Alors un chant monta des lèvres de la vieille. Sa voix faible, enrouée, s'entendait à peine, se brisait parfois, mais disait sans défaillir son émotion et sa foi. Atibon les bas, l'ouvri barrière pour moi à goé. Papa les bas, l'ouvri barrière pour moi passer. L'homme m'a tourné, m'a salué loyaux. Vaudou les bas, l'ouvri barrière pour moi ça rentrer. L'homme m'a tourné, m'a remercié loyaux. À bobo. Voilà. Antoinette, je vais juste lire un autre paragraphe. Antoinette rentrait chez elle, elle revivait l'enfance de l'humanité, car elle n'avait plus d'âge, plus de sexe, plus de limites. Son être renouvelait l'harmonie originelle avec la terre et le chant des oiseaux. Elle pliait comme les branches dans le vent, fondait dans l'humus. Maîtresse des lieux, elle ordonnait à Sophonie et Jasmin de placer des baleines au pied de chaque arbre, leur montrait comment protéger les flammes de la brise. Puis elle faisait devant chacune une offrande d'eau ou de rhum et leur demandait d'en faire autant. Tout en se déplaçant, la vieille parlait à haute voix, saluait les lois. Honneur, je dis honneur, je vous salue bien bas. Oh mon Dieu, quelle joie de me retrouver ici, ça fait longtemps. Comme ma cour est belle. Et elle continue, elle parle des arbres ensuite qui sont détruits. Donc, j'ai trouvé que, je ne savais pas donc que pour vous c'était une quête spirituelle, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est Oui, et ce roman, il y a beaucoup d'éléments biographiques. Et Antoinette est un personnage qui a existé et son nom, c'était vraiment Antoinette. Et il se trouve qu'elle était une parente de ma grand-mère que j'ai découvert à cet âge, à Kassalé. Kassalé est un lieu qui existe. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de la rencontrer et de partager certaines choses avec elle. Donc, oui, et cette scène-là, c'est comme si j'étais en train de la vivre parce qu'elle a existé et je l'ai eue sous les yeux. Et comme j'ai dit, j'ai voulu dans un roman eh bien, garder tout ça pour que ça garde une fraîcheur éternelle parce que moi, j'étais aussi dans l'émerveillement dans ce moment-là. Oui, c'est ça, on a cette sensation d'enchantement en lisant ce livre tout du long, hein. Ce personnage d'Antoinette est tellement fort, avec cet arbre, le cachemot qui va tomber et tout. Enfin, c'est extraordinaire, on est tenu, mais complètement du début jusqu'à la fin du livre, avec aussi le personnage de Sophonie et aussi Athanaël. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais dans vos autres livres, vous touchez aussi, dans Fado notamment, dans Cassalé, dans Je suis vivant, dans Saison sauvage, dont vous allez lire un extrait tout à l'heure, les ambivalences du pouvoir. Vous parlez des dictateurs qui finissent enfin, on a l'impression dans la dictature, ils finissent tous par se ressembler par leur violence et leur attachement au pouvoir. Et vous dites même à un moment donné, je ne me souviens plus dans quel livre exactement, mais vous parlez des marxistes qui se taisent et qui finissent par se lier avec le dictateur. Et dans Saison sauvage, je crois, vous parlez l'un des personnages qui dit de Duvalier, en fait, depuis Duvalier, la notion de gouvernement remplace celle de l'État, donc Duvalier étant le chef du gouvernement, c'est lui l'État. Est-ce que Duvalier se prenait pour Louis XIV, qui a dit l'État c'est moi? En quelque sorte, oui, à sa façon. Et Duvalier a malheureusement manipulé le vaudou parce qu'il se prétendait un être immatériel qui pouvait lire dans les pensées de toute la population, des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Et à force de marteler ces choses-là, on a fini par les assimiler, par le croire, et ça a créé une méfiance, ça a cassé vraiment la cohésion entre les gens, puisque tout le monde doutait de tout le monde avait peur, il y avait les mouchards, il y avait les taupes. C'est vraiment une déstructuration sociale qui s'est faite pendant ces 30 années et dont nous payons encore le prix aujourd'hui. Donc, il faisait peur aux gens et moi, je me rappelle, gamine, je traversais le Champ de Mars en sortant de l'école avec des copains et des copines. Et bien, une fois qu'on arrivait en vue du Palais national, eh bien, on se disait, on ne va plus penser à grand-chose. On va arrêter de penser parce que Duvalier, dans son palais, il va savoir ce que nous sommes en train de penser. Et on le croyait, honnêtement. Donc, c'est dire l'influence néfaste que ce genre de contrôle des esprits peut avoir sur une population et le vaudou étant quelque chose qui est tellement ancré dans notre vécu
il peut être manipulé et pour créer la méfiance, pour créer le sentiment de persécution, pour créer la paranoïa. Donc, ça aussi, malheureusement, et qu'on fait souvent, et pas seulement les Haïtiens. Bon, le pli est resté chez nous. Il y a cet aspect dans le vaudou que je déplore où les gens, eh bien, et comme je dis quelque part en Haïti, personne ne meurt de mort naturelle. On est toujours victime de la méchanceté de quelqu'un, on est toujours victime de quelqu'un qui veut vous manger, qui en veut à vos biens, à votre succès, à votre beauté, à votre intelligence. Et ça, je pense que c'est vraiment déplorable parce que autrement, quand on va au fond et au profond dans un vaudou original, et bien, originel, et bien, c'est quand même, c'est un culte qui est une relation personnelle avec la divinité, avec la nature, une façon de vivre et une façon de se mettre en harmonie avec des énergies universelles que nous appelons des esprits, que nous appelons des lois, qui sont les esprits des ancêtres aussi. Donc, il s'agit quand même de comprendre ce que c'est et de marcher bien dans la direction dans laquelle on veut marcher. Donc, oui, Duvalier se prenait pour, je ne sais pas, pour le bon Dieu lui-même. Et il est parvenu à en persuader des gens eh bien, qui se sont damnés pour lui, malheureusement. Et donc, ces dictateurs qui se ressemblent, parce que dans Je suis vivant, quand Eliane parle, elle parle évidemment de l'arrestation d'Alexandre 40 ans plus tôt, etc. Mais elle parle aussi du maintenant, donc après le séisme, quand elle évoque son fils et les autres autour, ses enfants aussi. Est-ce que vous pensez que cette influence de Duvalier, finalement, elle perdure dans la mesure où quand on passe d'un pouvoir autoritaire à un autre pouvoir autoritaire, finalement, il n'y a que le nom qui change. Est-ce que vous pensez qu'il y a ça? Nous sommes certainement encore aujourd'hui en Haïti, je pense que nous sommes sous le joug d'un pouvoir autoritaire, d'un autoritarisme qui s'affirme de plus en plus et qui est heureusement très contesté. Et oui, il y a, ce qui est arrivé, c'est qu'après la chute de la dictature, nous n'avons jamais réglé le contentieux. C'est-à-dire que, et c'est ce qui continue de se faire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul procès. Il n'y a pas eu une seule condamnation. Je ne dis pas d'éliminer des gens physiquement, mais de reconnaître publiquement les torts qui ont été faits et les réparer. Il n'y a pas eu de catharsis, on n'a pas prié ensemble, on n'a pas pleuré ensemble. On est passé juste à autre chose, une bamboche démocratique, c'était maintenant la liberté à outrance et on est passé d'un excès à l'autre. Mais pour moi, je pense que quand on ne fait pas ces choses-là, quand on ne répare pas ces choses, eh bien, les douleurs elles survivent, les blessures ne se referment jamais. Et la mentalité, eh bien, il n'y a pas eu de condamnation de ce qui a été fait, donc cette mentalité perdure à travers les générations, puisque depuis 1986, la chute de la dictature à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait même pas 40 ans. Génération, qu'est-ce qui aurait changé? Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que, eh bien, au sein du gouvernement, il y a des néo-duvalériens, des fils de grands duvalieristes notoires qui ont fait beaucoup de tort à ce pays, qui occupent les avenues du pouvoir. Donc, il y a un néo-duvalierisme arrogant en Haïti aujourd'hui et qui est très inquiétant pour moi en ce qui me concerne. Et comme il y a les néo-nazis, quelque part, il y a toutes sortes de réactionnaires qui ne veulent pas lâcher leurs prérogatives et perdre leurs privilèges. Donc, c'est ce que nous sommes aussi en train de vivre aujourd'hui. Justement, avant que vous lisiez l'extrait de Saison sauvage, Daniel Roy, dans le livre, quelle déclaration, en quelque sorte, fait l'histoire de Daniel Roy sur le concept de pouvoir ou de manque de pouvoir? En quoi son histoire à Daniel Roy est-elle pertinente de nos jours? Bon, il était un communiste et Duvalier faisait la chasse aux communistes parce que pour trouver un modus operandi avec le pouvoir américain à nos voisins, eh bien, c'était à l'époque la chasse aux communistes dans la région, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Donc, pour avoir sa paix, Duvalier se mettait comme chasseur de communistes. Donc, comme ça, il avait la paix avec
les Américains, qui au contraire même soutenaient et très discrètement, mais très certainement son pouvoir. Donc, Daniel Leroy symbolise pour moi bien, cette résistance qui a existé, mais qui n'a jamais pu avoir le dessus, qui a toujours été défaite et qui a toujours soit payé physiquement leur impuissance ou bien, et encore une fois, payé par l'exil, parce que nous avons un phénomène d'évasion des cerveaux, d'évasion des valeurs de ce pays qui continue jusqu'à aujourd'hui, poussé un peu par la politique, mais beaucoup plus par les problèmes économiques. Mais sous Duvalier, nous avons perdu peut-être 70% de l'intelligentsia haïtien a dû prendre l'exil, soit qu'ils étaient persécutés directement, soit qu'ils ne se sentaient pas capables de vivre sous cette menace constante. Donc, ceci aussi a été vraiment une blessure profonde dans ce pays, parce que quand vous perdez vos professeurs, tout ce qu'il y a comme la crème d'une société, eh bien, 10 ans, 20 ans plus tard, on en ressent les conséquences graves. Bien sûr. Si vous voulez nous lire l'extrait que vous avez choisi de Saison sauvage, et puis on passera aux questions du public. D'accord. Alors, Saison sauvage, très brièvement, c'est Daniel Leroy, donc un dissident communiste qui a disparu et enfermé au Fort Dimanche. Et sa femme est allée voir le secrétaire d'État de la sécurité, qui est l'éminence grise du pouvoir, qui a pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, pour voir si elle aura des nouvelles de son mari et éventuellement même arriver à avoir sa libération. Mais elle sait que le prix à payer, eh bien, il est très fort, parce qu'elle a frappé à la porte du diable. Elle soulève chez cet homme-là toutes sortes de vagues, d'ondes qui mettent en relief les contradictions de la société haïtienne, puisque cette femme est une femme à la peau claire, c'est une belle femme, une belle mulâtresse, et lui, c'est un homme à la peau noire et qui a pu surfer sur la politique pour aujourd'hui être en position de pouvoir. Donc, elle savait que ceci pouvait arriver, bien que cet homme mette la main dessus et lui fasse payer le prix de sa protection. Donc, c'est une scène que j'aime beaucoup, que je lis souvent quand on me demande de lire les Saisons sauvages, parce que c'est une scène qui se passe après la première nuit qu'elle a passée avec ce secrétaire d'État et qui s'est forcé chez elle, forcé dans sa maison et forcé dans son corps. Me laver longuement et profondément, me défaire de cette souillure qui n'est pas seulement dans ma chair, mais aussi dans mon âme. Laisser couler une eau claire et neuve sur l'impuissance et la rage de mes mains. Nettoyer ma mémoire des gestes, des odeurs et des bruits de la nuit qui ne me quittent pas. Me laver de ce plaisir arraché de force à mon corps. Un besoin qui tourne à l'obsession. Je ne supporte plus de respirer dans ma peau. Solange, oui, je dois voir Solange. Contre toutes mes convictions, contre toute rationalité, naît dans mon âme le besoin de me faire toucher par cette femme, de la laisser verser l'eau dont ma peau a besoin pour retrouver un peu de sérénité. J'ai compris au bout d'un moment que des méplaies visitaient Solange ce matin-là. Un foulard de soie rouge serrait sa tête. Elle portait un caraco bleu de paysanne liseré de ric-rac multicolores aux manches et à l'ourlet, et ses yeux de miel n'ont pas souri en me voyant arriver. Elle vaquait à des occupations imprécises et fumait une cigarette après l'autre. Par moments, elle prenait une lampée d'une bouteille de trempé posée à même le sol. Il m'a semblé aussi que ses gestes étaient plus lents que d'habitude, comme si elle les exécutait sous la dictée d'une voix perceptible d'elle seule. Elle donnait des ordres à la petite Ginette et la rabrouait vertement lorsque l'enfant ne suivait pas ses instructions à la lettre. Crémol, son frère, lançait des grains à la basse-cour. Je suis restée un long moment à les observer, ne sachant comment dire à Solange le motif de ma visite. Puis, elle s'est retournée tranquillement vers moi et m'a demandé de but en blanc. « Tu viens pour le bain, voisine? C'est un bonjour, tu sais. La personne est avec moi. » Est-ce que Solange m'espionne? A-t-elle un moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ma maison? Peut-elle lire dans ma tête? Prend-elle sur ma peau l'odeur de l'homme qui s'est forcé en moi toute la nuit? A-t-elle le moyen de voir la marque de ses dents de prédateur sur mon corps? J'ai envie de rentrer chez moi.
toute ma détermination fond sous l'impression d'être cernée de tous côtés par des regards inquisiteurs. Je ne contrôle plus ma vie, une sensation qui se mue lentement en panique. Aucun mot ne sort de ma bouche. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal, mais tu dois vouloir toi-même. Est-ce que tu veux le bain? Solange s'énerve un peu. Desméplaies est impatient, elle me l'avait dit. Oui, je réponds finalement. Bon, alors attends-moi ici, je vais faire chauffer l'eau. Je suis assise sur une chaise basse, dans une petite pièce au sol en terre battue, un badji. Je ne crois pas aux vertus du bain que je vais prendre. Je me trouve tout à fait pitoyable, attendant les gestes d'une femme qui ne sait ni lire ni écrire, qui prépare des simples et monte des points pour les macoutes. Solange vit de la crédulité des hommes et des femmes désemparés. Pourtant, je suis là, passive, à l'attendre. Suis-je en train de me punir? Ai-je perdu toute estime de moi-même? Me reviennent les mêmes sensations qui me terrorisaient quand petite fille j'allais à confesse. Des images saintes décorent les murs du badji de Solange, des vierges à la peau noire et d'autres à la peau blanche. Des bougies brûlent aux quatre coins de la pièce. Une grande bassine à côté de moi dégage un parfum profond, mélange de basilic, de citronnelle, d'oranger, de zébaclou et de plein d'autres feuilles que Solange accueillit dans la cour, l'une après l'autre, une bougie allumée dans une main. Solange termine ses préparatifs en lâchant dans l'eau du bain le contenu d'un flacon qu'elle a pris sur une étagère chargée de bouteilles et de statuettes votives. Le tafia, c'est pour Desméplaies. Elle me dit avec sérieux, il le boira dans ton corps. Déshabille-toi, voisine, elle ajoute, enlève tout. Je m'exécute et me rassois sur la petite chaise dont la paille me pique les fesses. Solange prend une timbale en aluminium, la trempe dans la bassine et verse très lentement le liquide sur ma tête. L'eau coule sur mon corps et se perd dans la terre battue sous mes pieds. Le parfum des feuilles, la lumière des bougies, l'odeur du tafia, les images des vierges noires et blanches. La main de Solange qui glisse sur mes cheveux, mon visage, mon cou, les feuilles qu'elle applique sur mes épaules, mes seins, mon ventre, entre mes cuisses. Solange et son chant qui accompagne l'eau sur ma peau, timbale après timbale. Il se passe soudain une chose étrange. Ce n'est plus Solange qui me touche, c'est Desméplaies. C'est Dantor, la Vierge noire, Freda, la Vierge blanche. C'est le bon Dieu avec tous les saints et tous les anges. La délivrance. Comme le nouveau-né qui s'engage enfin vers la lumière après 1000 douleurs, les larmes sont sorties de mon corps, un flot de larmes, une marée brusque qui m'a surprise mais que je ne pouvais ni ne voulais retenir. L'eau de mes yeux mêlée à l'eau au parfum épicé des feuilles, en offrande à la douleur. Des sanglots me secouaient toutes, de plus en plus violents. Un orgasme de l'âme, libérant pour quelques instants les ombres accumulées autour de ma tête. J'ai pleuré pour la première fois depuis la disparition de Daniel. Voilà. Merci, merci Kathleen pour cette lecture qui est très émouvante. Je me souviens de ce passage, et notamment au début, quand elle dit qu'elle veut se laver et qu'elle veut vraiment enlever ce qui s'est passé la veille, c'est vraiment un passage très très fort. Merci vraiment beaucoup. Je pense que Natacha, il y a peut-être des questions dans le chat que vous pouvez nous lire. La première question d'Anna du jour qui vous demande donc, est-ce que cela vous arrive de ne pas pouvoir mettre vos mots sur du papier parce que vous êtes préoccupé par la situation à Haïti ou par des situations difficiles au sein de votre famille en Haïti? Et donc, est-ce que cela arrive que vos émotions soient si puissantes ou douloureuses que vous avez du mal à les mettre sur du papier? Oui, merci absolument pour cette question parce qu'elle touche exactement ce que je suis en train de vivre pour le moment. J'ai beaucoup de mal à écrire parce que voilà, la situation générale du pays. Il y a une situation d'insécurité que nous vivons depuis à peu près 3 ans. Il y a un phénomène de kidnapping qui agresse la population. Pas un jour ne se passe sans qu'on connaisse quelqu'un qui en soit victime, et on se demande, eh bien, c'est à qui le tour? Et quand on dit à qui le tour, on ne s'exclut pas de cette possibilité, sans parler, bon, de tout ce qu'il y a dans l'ambiance autour de nous, de néfaste et de, voilà. Donc, moi, je ne sais pas si, j'espère que certains autres écrivains et créateurs, ça arrive au contraire, à les stimuler à écrire.
mais moi, ça me paralyse en quelque sorte. Je ne trouve pas cette bulle, cet espace de sérénité dont j'ai besoin pour écrire. Et ce qui est bizarre, c'est que plus jeune, il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans, 30 ans, je pouvais écrire sous grande pression. Je pouvais écrire en travaillant, je pouvais écrire et voilà, en courant entre deux rendez-vous, en faisant mon travail à plein temps, j'y arrivais. Mais avec l'âge, n'est-ce pas, c'est différent aujourd'hui. Il me faut un certain confort, il me faut une certaine sérénité, il me faut un environnement plutôt serein. Évidemment, cet idéal parfait, il n'existe pas. Il serait stérile également, mais quand même, il me faut un minimum de paix d'esprit pour pouvoir écrire. Mais ceci dit, depuis peut-être un mois, je me suis mise à l'écriture d'un roman qui me passe par la tête et que j'essaie de mettre sur le papier. Mais mes amis, c'est laborieux, ça me sort au compte-gouttes littéralement. Donc, je suis quand même, bon, j'accepte, c'est un moment à passer, j'espère, et j'espère aussi peut-être arriver à m'isoler un peu dans les semaines qui viennent pour avancer le projet, pour qu'il prenne corps plus. Mais vraiment, oui, et je suis dans une période où il m'est absolument difficile d'écrire. Je peux écrire un article de journal, un éditorial, quelque chose, mais créer, là, c'est vraiment problématique. Merci. Et nous avons une autre question de Sarah Capuccioni qui trouvait très intéressant ce que vous disiez par rapport au doute à l'égard de votre écriture et puis aussi le prix que vous avez à payer en tant qu'auteur. Donc, il y a deux questions ici. Quel a été votre doute plus puissant et puis quel a été le prix plus cher payé à votre écriture? Bon, mon doute qui est constant peut-être, parce qu'il y a une sorte d'ambivalence dans le fait d'être créateur, c'est que quelque part, le temps a prouvé que, eh bien, vous avez une certaine valeur. Vous avez fait du travail qui est apprécié, même si des fois il est critiqué. Mais comme on dit chez nous, on n'envoie pas de pierre sur les mangues vertes. C'est sur les mangues mûres qu'on essaie de cueillir parce qu'elles sont appétissantes. Donc, moi, je reçois la critique et je la reçois comme quelque chose qui me nourrit et que j'accepte avec humilité. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité aussi dans l'écriture. Maintenant, oui, j'ai des doutes. J'ai souvent des doutes parce que à chaque fois qu'on va s'atteler à un projet de longue haleine, on n'est pas sûr de réussir. Et quand on me parle, par exemple, de l'heure hybride, comme on l'a fait cet après-midi à ma réunion, je me dis, mais est-ce que je pourrais écrire un roman qui égale l'heure hybride ou qui le dépasse? Et je n'ai aucune certitude là-dessus et je l'accepte. Il peut arriver, comme je disais aussi tout à l'heure, que je lise un livre magnifique et je me dis, mon Dieu, écoute, Ketli, tu peux casser ta plume, ton crayon, fermer ton ordi, tu ne pourras jamais écrire quelque chose d'aussi beau. Mais bon, c'est un moment, c'est juste un moment à passer. Et parce que quand on écrit, quand on est dans un projet d'écriture, c'est le moment où on a le plus besoin de lire. On a plus besoin de lire, c'est comme quoi on doit entrer en symbiose avec d'autres auteurs, d'autres imaginaires, pour s'enrichir, pas de ce qu'ils ont écrit, mais de leur énergie. Donc, c'est ça aussi. Mais sinon, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes et j'ai retrouvé ces doutes dans ma fille Tessa Mars, qui est peintre et avec qui je partage beaucoup de complicité et d'affinité. Et souvent, elle me parle aussi de ses doutes et des fois, elle m'appelle pour les partager et on se conforte mutuellement, on s'encourage mutuellement. Nous avons une autre question de Jennifer Fulton de Bonjour Books DC. Vous abordez également de tabous comme l'inceste. Elle est en train de lire L'Arche du Patriarche, qui est un sujet brûlant aussi en ce moment en France avec le livre de Camille Kouchner. Est-ce un problème répandu aussi à Haïti? Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile pour les gens en général de se sensibiliser et comprendre ce genre de sujet à travers la fiction que des témoignages? Oui, moi, j'ai trouvé que la fiction, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aborder ce sujet, qui est un sujet très répandu en Haïti, mais dont on ne parle pas. C'est un sujet tabou. On ne parle pas parce que c'est tellement fort, c'est tellement socialement, c'est comme pour le viol finalement. Quand on subit, quand on est victime de l'inceste, eh bien, on se tait. On se tait parce que quelque part, on se dit que on est coupable, on est responsable de quelque chose,
on est une victime, mais en même temps, et on est travaillé par une culpabilité qui fait qu'il arrive que des gens se taisent pendant des années pour des sévices qu'ils subissent dans une intimité et des fois avec la complicité d'autres pareils. En Haïti, la promiscuité sociale favorise aussi l'inceste parce que les gens vivent nombreux dans des espaces très, très petits et voilà, c'est facile que des gens abusent de personnes et on en entend parler. Rarement, il y a des cas qui, bon, quand ils sont vraiment trop atroces, finissent par aboutir dans la presse, dans les médias. Mais ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg comparé à ce qui se fait. Et ceci, quelle que soit la classe sociale envisagée, quel que soit le niveau d'éducation envisagé, c'est un travers humain. Donc, que j'ai présenté dans mon dernier roman, L'Ange du Patriarche. Encore une fois, pas pour en faire un sujet de débat, je ne pense pas avoir ce droit, mais juste pour déposer le sujet sur la table par la fiction. Juste pour qu'on dise que c'est un sujet dont on peut en parler, dont le roman, dont l'imagination peut s'emparer, ou le décrire comme un sujet tabou, oui, mais dont la littérature a le droit de s'emparer. Mais je n'ai pas pu, dans ce roman, malgré tout, concrétiser un acte d'inceste. C'était plus fort que moi et je ne me suis rendu compte qu'après avoir terminé cette écriture et bien longtemps après, quand un lecteur me l'a signalé. Mais pourquoi, malgré les tentatives, malgré la violence, malgré les situations incestueuses graves qui sont dans votre livre, vous n'avez jamais dépeint une scène sexuelle incestueuse? Je ne suis pas arrivée à le faire. Et nous avons une autre question de Marc-Christophe qui donc dit « Je voudrais savoir comment Kathleen Mars vit ses personnages et comment vos personnages et vous habitent Haïti aujourd'hui. » Bon, les personnages, eh bien, ils vous habitent littéralement. C'est le bon mot, c'est le mot « habiter ». Comme de ce petit roman dont je vous ai parlé, que je viens de commencer, eh bien, je n'ai pas encore trouvé mon rythme d'écriture, mais les personnages, eh bien, surtout quand je me lève très tôt le matin, et c'est encore frais dans la tête après le repos de la nuit, eh bien, ils me traversent, je les vois physiquement, je me pétris de leur personnalité qui se dessine au fur et à mesure. Donc, et je ne sais plus quel auteur français a dit, mais quand vous commencez le roman, c'est que vous l'avez déjà terminé quelque part. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est pourquoi je ne dramatise pas trop de ne pas pouvoir écrire le roman et sur le papier, sur les feuilles de papier, parce qu'il est en train d'être écrit dans ma tête. Et donc, c'est ça, les personnages, eh bien, c'est fascinant de voir comment ils évoluent. C'est comme un enfant dont vous regardez la croissance et depuis qu'il est bébé et que vous voyez sa personnalité se former, son caractère, ses penchants, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais tout ça, c'est sur le cours d'une vie, tandis que les personnages de romans, c'est une croissance accélérée et ça prend forme que vous le vouliez ou pas, et à certains moments, vous n'avez même plus d'emprise sur eux, ils ont leur personnalité que vous avez guidée au début, mais maintenant, ils prennent leur vitesse de croisière et ils vous disent, voilà comme on est, et pas de contradiction, sinon il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais voulu savoir, Kathleen, est-ce que vous pourriez donner, puisque nous avons quand même beaucoup de personnes ici, peut-être qui sont intéressées par la littérature haïtienne classique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques livres que vous recommanderiez à des gens qui ne connaissent pas et qui découvrent, grâce à vous, qui découvrent la littérature haïtienne, qui est quand même la première littérature, entre guillemets, francophone, comme on dit, après la France, hein, de langue française, donc c'est quand même la première. Donc, est-ce que vous avez des titres à leur donner, des auteurs que vous recommanderiez? Et quand vous dites classique, Sarah, vous parlez… Oui, je parle à la française, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire parce que… Qui sont devenus des classiques. Qui sont devenus des classiques parce que je pense que j'ai enseigné à l'Alliance d'ailleurs il y a 10 ans un cours qui s'appelait Voix haïtienne et où j'ai parlé de Métellus et j'ai parlé de Franck Etienne et j'ai parlé de Roumain, etc. Mais j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui recommande. Voilà.
Oui, bon, et évidemment, il y a les incontournables. Et Jacques Roumain, pour moi, c'est le premier. Quand j'ai lu Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, alors que j'étais adolescente, eh bien, je suis devenue, j'ai réhabité ce pays parce que moi, je suis de Port-au-Prince, citadine, et nous avions ce défaut, enfant, de voir les gens qui vivent à l'intérieur du pays comme des paysans, comme des rustres, comme des gens qui n'ont pas d'émotions, etc. Et Jacques Roumain, eh bien, ce livre-là, c'est un rappel à l'ordre. C'est un roman magnifique et un roman aussi porté par un projet, un espoir, etc., gouverneur de la Rosée. Donc, et puis, il y a Jacques-Stéphane Alexis aussi, c'est un autre incontournable de la littérature haïtienne. Et ces deux hommes-là sont morts assez jeunes. Roumain n'avait pas encore 40 ans et je pense qu'Alexis est mort au milieu de sa quarantaine ou au tout début de sa quarantaine, tué par Duvalier d'ailleurs. Et, et moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qu'on connaît beaucoup moins, qui s'appelle Dorsainville. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est un monsieur qui a une écriture qui est tellement ample, tellement majestueuse. Il a vécu longtemps en Afrique. Roger Dorsainville, merci, Anne-Gabrielle. Et donc, Dorsainville a écrit des romans qui sont tout pleins de voyages, tout pleins d'Afrique, tout pleins d'exotisme, et pourtant qui sont dans une réalité, dans une transcendance et une percutance extraordinaire. Et puis, moi, je vais parler de Marie-Vieux Chauvet, qui est l'icône des femmes qui écrivent depuis de ma génération particulièrement, parce que eh bien, Marie-Vieux Chauvet, elle est comme un extraterrestre dans les années 50 qui a écrit une qualité de littérature qu'on ne connaissait pas, que les femmes n'écrivaient pas jusqu'avant elle. Et aussi, eh bien, elle est allée, elle a dénoncé la dictature, elle a dénoncé les travers de la société, le colorisme, le noirisme en Haïti, et de telle manière que, eh bien, voilà, elle a écrit une œuvre intemporelle, une œuvre pas très longue, mais magnifique. Et puis, Régine, merci Régine Duros-Camuret, il y a René Despestre, encore vivant aujourd'hui, eh bien, qui écrit, qui est René Despestre, un poète et un romancier immense. 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 Et puis, il y a Franck Etienne qui est toujours avec nous et qui est dans sa 80aine avancée, mais Franck a laissé une œuvre énorme et il a cette qualité, lui, et bien, s'il y a un écrivain haïtien qui a pris des libertés avec la langue française, c'est bien Franck Etienne. Parce qu'il l'a cassé, déconstruit, malmené pour donner une langue très forte et magnifique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ce travail qu'il a fait, eh bien, il a été le seul à le faire jusqu'à présent. Donc, évidemment, l'immortel Dany Laferrière, que tout le monde connaît, et que j'aime beaucoup lire aussi. Et puis, plus près de nous, il y a Lionel Trouillot, mes contemporains, Yannick Laens, Evelyne Trouillot, Émilie Prophète. Nous sommes de cette génération post-dictature et qui avons, on peut dire, un peu cette chance de pouvoir surfer sur la censure qui a éclaté après ces 30 ans de dictature. Et Gary Victor aussi, mon bon ami, nous sommes nés de la même année. Et oui, donc je vois qu'il y a une spécialiste ici qui peut tout aussi bien, sinon même mieux que moi, vous parler des auteurs et contemporains et un peu moins. Mais je vous recommande sinon le site Île en Île. C'est un site littéraire monté par mon ami Thomas Père, qui eh bien, a une liste exhaustive remontant depuis au moins le 19e siècle d'auteurs haïtiens qui sont intéressants à découvrir. Oui. Je dois dire que le premier livre d'un auteur haïtien que j'ai lu, enfin le premier texte d'un auteur haïtien que j'ai lu, justement, c'est le poème absolument extraordinaire. Il fait partie des poèmes dont je me souviendrai toute ma vie. C'est Minerai noir de René Maria Depêtre. Ce poème, nous avons la première fois que nous avons fait la nuit de la poésie à l'Alliance française, où vous avez participé la semaine dernière, Ketli. C'est le poème que l'ambassade d'Haïti ne revenant pas vers moi, je leur ai dit, écoutez, je leur ai envoyé un email, j'ai dit, écoutez, voilà un poème de René Maria Depêtre, qui est mon poème préféré, Minerai noir, et
je pourrais le lire, mais je préférerais que ça soit quelqu'un de l'ambassade d'Haïti. Et du coup, ils sont venus, ils avaient envoyé quelqu'un pour lire le poème, parce que quand même, hein, voilà. Et c'est un texte extraordinaire. Et puis après, j'avais lu Alléluia pour une femme jardin, qui est aussi un très très beau livre de René Maria de Pettre. Et puis après, je ne sais pas comment, j'étais venue sur, j'ai découvert Franck Étienne. Donc je suis passée de René Maria de Pettre à Franck Étienne. On connaît moins Franck comme poète, mais, oui, mais qui... Franck a écrit de très beaux poèmes aussi. Ah oui, des poèmes extraordinaires. Et justement, cette déconstruction de la langue française et cette reconstruction après d'une langue nouvelle. Oui. Mais enfin, moi, j'espère qu'un jour, il aura le prix Nobel. Bon, eh bien, ça serait un couronnement. Je le lui souhaite. Vraiment, parce que ça, au niveau de la langue, c'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Hein, vraiment. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu, Kathleen. Nous avions eu, je pense que Gladys s'en souvient, nous avions eu Yannick Lahens il y a plusieurs années, il y a bientôt 10 ans. Donc, c'est bien d'avoir des auteurs haïtiens qui puissent venir, et auteurs haïtiennes qui puissent venir à l'Alliance française, même en ligne. Voilà, c'est possible maintenant. Oui. Voilà. Grâce à la technologie. Mais moi aussi, j'ai eu un bon moment de partage. Je vous ai senti très attentif. Oui. Très intéressé. Donc, on sent les vibrations, même dans la grande distance. Donc, merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Oui, tout à fait. Merci à tous pour l'invitation. Oui, et donc vous pourrez retrouver sur la chaîne de l'Alliance française, la chaîne YouTube de l'Alliance française, vous pourrez retrouver la conversation avec Kathleen d'ici la fin de la semaine prochaine. Ça sera téléchargé sur notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir participé.